Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, ouverture ce matin des journées de concertation sur le secteur de la communication. Au menu des discussions, repenser en profondeur le paysage médiatique sénégalais face aux défis du numérique, la précarité des journalistes et l'urgence d'une réforme du cadre légal. À partir de ce jeudi 19 juin, l'État du Sénégal va émettre un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 300 milliards de francs CFA, une démarche justifiée selon l'économiste Meïssa Babou. Les ministres en charge des pêches du Sénégal et de la Guinée-Bissau ont procédé à la signature du protocole d'application de l'accord bilatéral de la Convention dans le domaine des pêches maritimes. La reprise des activités de pêche est attendue. Comment faire évoluer la lutte sénégalaise de son statut actuel de comité vers une fédération à part entière? Le sujet était au cœur de la réunion cruciale entre le ministère des Sports et le CNG, Comité national de gestion de la lutte. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Affaire Moustapha Diakhaté pour démarrer ce journal. Le délibéré est attendu le 2 juillet prochain. L'ancien parlementaire devra encore attendre quelques jours pour être fixé sur son sort. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État suite à des propos jugés insultants. Son procès s'est tenu aujourd'hui devant le tribunal des flagrants délits du palais de justice de Dakar. Je vous le disais dans les titres, ouverture ce matin des journées de concertation sur le secteur de la communication. Au menu des discussions, repenser en profondeur le paysage médiatique sénégalais face aux défis du numérique, la précarité des journalistes et l'urgence d'une réforme du cadre légal, n'est-ce pas, Elisabeth Grastine? Lors des journées de concertation sur le secteur de la communication, Moustapha Cissé, secrétaire général du SYNPICS, syndicat des professionnels de l'information et de la communication, a dénoncé les failles du secteur. Il a appelé à une réforme ambitieuse. Depuis des années, notre presse s'essouffle, pas par paresse, pas par incompétence, mais par abandon. Les entreprises de presse ploient sous les dettes. Privées de ressources pérennes, écartées des commandes publiques, ignorées des réformes économiques, nombre d'entre elles sont menacées de liquidation. Le fonds d'appui est inopérant. Les contrats de publicité ont été annulés sans mécanisme compensatoire. Les créances dues par l'État sont restées en suspens. Le représentant de la CAP, coordination des associations de presse, a ensuite insisté sur la nécessité urgente de refondre le code de la presse, jugé obsolète car élaboré sur une base datant de 2010 et inadapté aux évolutions du numérique et aux mutations du paysage médiatique sénégalais. Le code de la presse est obsolète. Adopté en 2017 sur un texte de 2010, il n'intègre ni les réalités du numérique, ni les mutations sociologiques, ni les transformations du paysage médiatique mondial. Pire, il contient encore des articles qui permettent de restreindre la liberté de la presse au lieu de la garantir. Il faut le refondre intégralement dans la transparence avec l'ensemble des parties prenantes. Le directeur de la communication, Habib Boudiar, a souligné l'importance de ces concertations pour moderniser le secteur et garantir un environnement médiatique équilibré. Les travaux qui vont nous réunir devront porter sur les formes de régulation que nous allons avoir avec la loi portant nouvelle autorité de régulation,
le code de la publicité, les conditions de travail des journalistes et des techniciens et leur protection sociale, le modèle et la gouvernance économique des entreprises de presse, l'incubation et l'entrepreneuriat pour les jeunes reporters, mais aussi des sujets très vastes et diversifiés concernant le relèvement qualitatif de la production audiovisuelle dans nos médias, les télévisions, les web TV, mais aussi les réseaux sociaux. Ces journées de concertation sur le secteur de la communication se poursuivront jusqu'au 20 juin avec des panels et ateliers techniques et des propositions concrètes à remettre au président de la République Bassirou Diomaye Faye, au gouvernement ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Une feuille de route devrait être adoptée d'ici la fin du mois pour une mise en œuvre progressive des réformes. Je m'arrête un peu sur le terme concertation. À partir de ce jeudi 19 juin, l'État du Sénégal va émettre un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 300 milliards de francs CFA. Une démarche justifiée selon l'économiste Meïssa Babou qui rappelle que les recettes fiscales ne suffisent pas à couvrir les besoins budgétaires du pays. Je propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Antoine Diouf. Cette récurrence sur le marché domestique n'est pas nouvelle. Et je crois que tous les régimes qui se sont succédés ont pratiqué ce marché-là. Mais c'est quand même sur une base légale. Parce que quand on parle de déficit budgétaire, cela signifie que sur le budget, par exemple, de 6 500 milliards, il y a au moins 2 500 milliards qui sont prévus pour endettement. Et ça, c'est souvent une petite somme qui permet à l'État quand même d'avoir une trésorerie pour faire marcher son budget. C'est dans ce cadre-là qu'il faudra comprendre qu'avec ce budget 2025, je crois qu'il était prévu, je peux perdre le chiffre, mais dans les 2600 milliards. Et par conséquent, l'État du Sénégal peut, face à une trésorerie difficile, parce que les impôts et les taxes ne peut pas régler les problèmes courants, c'est-à-dire les salaires pour 150 milliards environ par mois, le service de la dette, parce que le Sénégal doit rembourser plus de 8 000 milliards cette année, dans une moyenne donc de 300 milliards par mois, la bourse des étudiants, les opérateurs agricoles, la CMU, bourse familiale, etc. Donc, ces opérations sont souvent complétées par rapport au déficit budgétaire qui était prévu par un emprunt obligataire. Et donc, il faut comprendre simplement qu'il s'agit effectivement d'opérations prévues par le budget d'abord, mais deuxièmement, c'est effectivement normal que les recettes locales du Sénégal ne permettent pas très souvent de faire face à des exigences de l'heure. Les ministres en charge des pêches du Sénégal et de la Guinée-Bissau ont procédé à la signature du protocole d'application de l'accord bilatéral de la Convention dans les domaines des pêches maritimes, en toile de fond la reprise des activités de pêche et le renforcement de coopération entre les deux pays. Je propose d'écouter les explications de Fatou Diouf. Elle est la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Ces propos sont recueillis par Babacar Seck. La présente rencontre revêt une importance particulière car, couronnant la volonté manifeste des deux parties de parvenir dans les meilleurs délais à la conclusion d'un nouveau protocole permettant la reprise des activités de pêche interrompues depuis le 31 juillet 2004 à la suite de 2 prolongations sur la demande de la partie sénégalaise. Cette volonté s'est réalisée à travers 4 cycles de négociations intenses menés dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle au cours desquels nos experts ont su faire preuve de professionnalisme, de rigueur et d'écoute. C'est pourquoi c'est un sentiment mélangé d'honneur, d'une immense responsabilité et de reconnaissance qui m'anime aujourd'hui, en ce moment solennel qui illustre l'engagement guidé par une vision claire de nos 2 chefs d'État. Les discussions ont permis d'aboutir à un texte enrichi, notamment par l'introduction de dispositions novatrices en matière de suivi et évaluation des activités de pêche, de renforcement de la collaboration dans les domaines de la surveillance maritime, de la recherche scientifique, mais aussi et surtout de renforcement des capacités
centrée sur la formation des ressources humaines. Plus de 3000 enfants vivant avec le VIH ont été recensés dans un contexte marqué par un faible taux de dépistage. La révélation a été faite lors du lancement du projet Emprise 4. Après le projet Emprise 1, 2, 3, le Centre régional de recherche et de formation de Fann vient de lancer la 4e phase du projet de l'Emprise 4. Explication de Yalifal. En partenariat avec la division de lutte contre le sida, le réseau national des personnes vivant avec le VIH et le réseau Convergence des jeunes, le programme Emprise 4 adopte une approche plus globale visant à offrir une prise en charge de qualité aux enfants, d'après le secrétaire général du Centre national de lutte contre le sida. Le VIH pédiatrique, une particularité de l'Afrique subsaharienne quasiment, puisque sur les 2,5 millions d'enfants qui vivent avec le VIH, on considère que 80% sont en Afrique subsaharienne. Ici au Sénégal, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans le VIH, vous le savez, depuis les années 86. Mais sur le VIH-Sida pédiatrique encore, on considère qu'en 2023, il y a 3443 enfants qui vivent avec le VIH-Sida. Mais on sait qu'il n'y a pas encore suffisamment d'enfants qui sont dépistés. Il y a encore des enfants qui vivent avec le VIH-Sida, mais qui ne sont pas dépistés. Selon Seydina Mohamed Ba, président du réseau Convergence des jeunes, le projet Emprise 4 constitue une opportunité pour aller à la rencontre des jeunes vivant avec le VIH dans les différentes régions. L'objectif est de renforcer les actions de sensibilisation. À un moment donné, on a constaté que les avancées qu'on a eu à avoir ici à Dakar, par contre, dans les autres régions, on n'avait pas cela. À travers aujourd'hui le projet Emprise 4 qui sera mis en place, ou même qui est déjà mis en place, elle nous donne l'occasion vraiment d'aller vers ces jeunes-là et de partager toutes les expériences qu'on a eues à mettre en place ici à Dakar qui ont déjà réussi. La présidente du réseau national des personnes vivant avec le VIH lance un appel à l'État du Sénégal sur le retrait des bailleurs. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des raréfactions de ressources à travers le retrait des bailleurs, comme je peux nommer les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, à travers USAID et d'autres partenaires se sont retirés. Donc j'en appelle à l'État du Sénégal de redoubler son effort, malgré tous les efforts que l'État a fournis, pour que ces enfants puissent avoir vraiment une vie paisible. Donc si des partenaires aujourd'hui sont là pour nous accompagner, il est impérativement le droit et le devoir et l'obligation même de l'État de nous accompagner pour vraiment que nos enfants puissent survivre plus longtemps possible. Ce projet ambitionne de consolider les acquis en matière de formation, de coordination et de suivi sérologique tout en améliorant la prise en charge pédiatrique, le dépistage et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. À l'instant, le compte-rendu de Ndeye Alifal, le conseil technique numéro 1 et représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale, revient sur les succès enregistrés lors des phases de l'emprise 1, 2 et 3. Dr Mamoudou Ndiaye plaide pour une meilleure prise en charge de ses enfants. Ces propos sont recueillis par Ndeye Alifal et Moussa Dia. Mais ce qu'on constate, c'est que, au vu des succès de la phase 3, il y a les mêmes stratégies qui sont reprises parce que qui ont prouvé, mais ici particulièrement, il y a aussi la participation de la société civile, des jeunes, de la communauté, et aussi sous le pilotage des directeurs régionaux de santé, et les médecins-chefs de district. Donc renforcement de capacité au niveau local, identification des défis au niveau local, et effectivement aussi avec les autorités au niveau déconcentré, et les acteurs communautaires au niveau local, pour qu'une synergie d'action nous inscrire dans une dynamique de solidarité et de compétences pour atteindre les objectifs, à savoir atteindre la cible jeune et la cible enfant, pour une meilleure prise en charge de cette cible, en fait, qui est une cible vulnérable dans la prise en charge globale, dans la réponse au VIH dans notre pays. Oui, le ministère de la Santé, surtout en regard des nouveaux référentiels,
Nous avons une lettre de politique sectorielle et l'un des axes majeurs de cette lettre de politique sectorielle du secteur santé et de l'action sociale, c'est la prévention et la protection sociale. Pendant ce temps, c'est la colère au centre de santé Baïtal Diop ex-Dominique. Les agents municipaux dénoncent la rétention de salaire et une gestion opaque de la structure. Ils ont organisé un sit-in. Je vous propose d'écouter les éclairages de Kodou Sidibé, sage-femme d'État. Ces propos sont recueillis par Mamadou Lamine Fati et Cheikh Maguenbay. Point fait référence aux conditions de recrutement, de traitement salarial et de protection sociale injuste et impartiale des agents communautaires du centre de santé pour certains exerçant depuis 20 ans dans la structure. Nous avons noté une inégalité de traitement salarial entre une même catégorie socio-professionnelle, ce qui était contraire au Code du travail. Ces agents ne bénéficient d'aucune protection sociale ni médicale aux besoins, comme stipulé dans le Code du travail. La gestion démocratique du personnel étant un principe fondamental de bonne gouvernance et un acquis syndical ne peut être remise en question. Nous réclamons une gestion transparente des postes d'ICP et de maîtresse sage-femme d'État des postes de santé du district. Le processus de la gestion des recettes du centre de santé, aussi bien dans la collecte, l'acheminement à la banque, l'application des clés de répartition ne répondent à aucun texte établi. Le CDS opère en nébuleux. L'opportunisme et le népotisme s'ériguent en règle pour le partage du gâteau. En sport, l'ASC Dara a validé son ticket pour la montée en National 1 à l'issue d'un match nul 0 but partout contre Diamono FC de Diourbel. Le club de la ville avec 43 points occupe la première place du groupe B dans le championnat national 2. Abdoulaye Ngom, le président du club de l'ASC Dara Djolof, salue l'engagement du collectif et interpelle les autorités étatiques pour la réhabilitation du stade Bassirou Sidi Ndiaye de Dara. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Nalla Diop et Serigne Thiam. Ceci est un travail vraiment à long terme. Ça fait 4 ans qu'on court derrière ce sacre, mais c'est aujourd'hui que Dieu l'a accompli. Donc on dit Alhamdoulilah et on remercie toute la population de Djolof, et plus particulièrement la population de Dara, qui sont vraiment venus soutenir l'équipe jusqu'à la victoire finale. Donc on le remercie vivement. Franchement, parce qu'on s'attendait à un but, au moins pour se soulager, mais jusqu'à la fin du temps réglementaire, on n'était pas à l'aise. Mais Alhamdoulilah, Dieu en a décidé ainsi. Que l'ASC Dara, ce n'est pas une petite équipe. On a fait la Ligue 1, on a été à la Ligue 2, et jusqu'à présent, Dieu a fait que l'équipe est descendue. Et nous sommes vraiment prêts pour travailler de sorte que l'équipe retrouve l'élite du football. Parce que vraiment, Dara mérite plus que ça. De là, je remercie aussi la population de Djolof. Parce qu'une équipe qui a seulement une subvention municipale de 15 millions, c'est une bonne somme. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas reçu. Donc, c'est les bonnes volontés de la population de Djolof qui nous ont soutenus, qui nous ont prêté de l'argent de gauche à droite pour vraiment arriver à ce niveau. Donc, de là aussi, on lance un appel aux autorités du Djolof, voilà, de Dara, de nous aider à vraiment nous décaisser notre subvention pour qu'on puisse payer notre dette et préparer le retour de nos joueurs. Comment faire évoluer la lutte sénégalaise de son statut actuel de comité vers une fédération à part entière? Le sujet était au cœur de la réunion cruciale entre le ministère des Sports et le CNG, Comité national de gestion de la lutte. Gilbert Meng, directeur des activités physiques et sportives, revient sur les enjeux. Ses propos sont recueillis par Mamadi Diouf et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Il était important de rencontrer les acteurs, vu les particularités qu'on retrouve dans le secteur de la lutte, dans le domaine de la lutte, d'échanger avec eux, de recueillir leur avis. Et à l'issue des discussions, il est prévu d'arrêter un chronogramme pour les différentes étapes. Parce que quand même, cela nécessite de faire une revue de la structuration, de revoir les textes, mais surtout de faire l'état des lieux de façon globale.
On a échangé sur cela. Les acteurs ont apporté leur contribution, ont donné leur avis. Et tous ces avis seront pris en compte dans le projet de chronogramme qui leur sera partagé dans les semaines prochaines. Maintenant, une fois le chronogramme sera arrêté, c'est ce chronogramme qui va fixer les différentes étapes qui vont mener à la mise en place de la fédération. Ce n'est pas une question d'irrévocable, c'est une orientation des autorités, mais voulue d'abord par les fédérations, voulue par les acteurs de la lutte, à travers des concertations qui ont eu lieu précédemment. Puisque ça va passer en fédération, donc il y aura des élections. Le mode d'élection doit être défini, il faut des statuts, il faut le règlement intérieur. Parce que quand on dit fédération, il y a élection. Qui dit élection, il faut des électeurs, il faut également des candidats. Il faut qu'on définisse qui seront les électeurs, le corps électoral, qui peut être candidat. Toutes ces étapes seront définies. Donc nous allons transmettre le projet aux acteurs pour qu'ils puissent apporter leur avis sur le chronogramme. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec l'ensemble des acteurs. La rencontre d'aujourd'hui a permis de recueillir d'autres éléments qui seront pris en compte dans le cadre de ce chronogramme. En réalité, l'étape la plus importante, avant on avait un projet de chronogramme, mais là on va vers un chronogramme avec des dates précises et signées. Dans quelques instants, votre émission, l'invité de la rédaction d'ITV, reçoit ce soir Senghane Senghor, ancien membre de la RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. À suivre également sur ITV à 22 h, l'entretien spécial avec Modou Makenya qui reçoit aujourd'hui Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.